Bonjour, bonjour à tous. Retour de C'est pas le mainstream. Ça a été long parce qu'il y a eu l'été. Pour ce qui me concerne, je vous l'ai déjà dit, je me suis consacré au lancement de mon Substack, tout en continuant à travailler avec Didier, à avoir des rapports euh, quasi quotidiens au téléphone, au cours desquels on se monte le bourrichon réciproquement, hein, on râle sur absolument tout. Bon, c'est un peu normal qu'on râle parce que la situation de notre malheureux pays est absolument épouvantable. Alors, aujourd'hui, on a décidé, on en a convenu ensemble, on a décidé de demander à Didier de nous raconter, ou de nous parler en tout cas, du voyage qu'il a fait à Moscou. Euh, alors naturellement, il va se faire accuser d'être un mousquetaire, hein, c'est pas la même signification que pendant la guerre froide, mais il est allé donc à Moscou pour la première fois qu'il a été en Russie. Moi, j'ai été, non pas en Russie, mais en Union soviétique, hein, ce qui n'est pas la même chose non plus. Et c'était pour le 20e anniversaire de Russia Today, cette chaîne internationale que les Russes ont lancée, qui en 20 ans, c'était donc le 20e anniversaire, en 20 ans, a pris une importance assez considérable au plan international, aux côtés d'Al Jazeera pour le monde arabe, aux côtés de France 24, mais alors qui joue en 3 ou 4e division. Donc cette chaîne est devenue quelque chose de très important. Donc il est allé passer quelques jours à Moscou. Alors, euh, je vais lui faire une surprise, c'est que pour qu'il nous parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a senti et de ce qu'il a compris de ce qu'est la Russie aujourd'hui, j'ai un invité à qui je vais demander son avis sur la Russie d'aujourd'hui. Alors, le voilà donc, écoutons-le. Alors, le régime de Vladimir Poutine est en échec militairement, politiquement et économiquement. Depuis 1000 jours, il n'a réussi qu'à conquérir qu'1% de la surface du territoire ukrainien. Son économie est à l'agonie, asphyxiée par l'effort de guerre en Ukraine, par les frappes ukrainiennes qui ont éteint un cinquième de la capacité de raffinage russe, et puis par les sanctions auxquelles Vladimir Poutine continue d'exposer son propre peuple. Il croit ma parole, mais il y croit. Bien, eh bien, donc voilà, nous avons affaire à quelqu'un d'important, c'est-à-dire le ministre français des Affaires étrangères, le successeur de Claude Chesson, je me rappelle de Claude Chesson, de Michel Jobert, pendant le quinquennat qui avait un septennat interrompu de Georges Pompidou, et des autres ministres précédents, et en particulier ceux du général de Gaulle. Donc voilà, nous avons affaire à ce personnage qui tient un discours, donc un discours officiel. Alors, mon cher Didier, je me tourne vers toi, qui rentre de Moscou. Quelle est ta réaction? Alors, j'ai sillonné la planète pour mon métier de journaliste, d'abord quand j'étais grand reporter au Figaro, les États-Unis, l'Australie, l'Asie, l'Europe. Et chaque fois, je me suis rendu compte sur place, parce que le journalisme, c'est quand même du terrain, et c'est d'abord ça, hein, que la réalité était très différente de ce qu'on en disait dans les dîners mondains, hein. Dans tous les pays, sous toutes les latitudes, c'est un fait avéré. Mais là, je dois dire que pour la première fois de ma vie, je me demande si ce monsieur vit sur Terre, s'il est dans le métaverse, dans une réalité parallèle. Alors, on va reprendre toutes ces adverbes. Il dit Moscou d'abord militairement affaibli, ensuite politiquement et ensuite économiquement. Alors, on va commencer par l'économie, tiens. Ce qui frappe quand on arrive à Moscou, d'abord, c'est le gigantisme. C'est une espèce c'est 5 fois Paris. En gros, ça fait 50 km d'est en ouest et 45 du nord au sud. C'est gigantesque. Il y a des boulevards avec 12 ou 14 voies, hein, pour donner une idée. Et quand on voit, la première chose qui frappe, c'est le parc automobile. Quand on voyage, on se fait une idée du niveau de vie par le parc automobile qui y circule.
Et là, je dois dire que c'était ma première stupéfaction. Porsche, Mercedes, BMW, Rolls-Royce, Bentley, Horus, qui est la marque russe des 4x4 rutilant des Range Rover, etc. En veux-tu, en voilà. Des milliers de voitures qui circulent avec un parc automobile qui est, allez, je dirais, dont la valeur est sans doute plus de 2 fois supérieure à celle du parc automobile français, premièrement. Deuxièmement, je le disais, le gigantisme des rues, des artères, mais aussi des palais, des immeubles, des façades, des églises. Et on voit qu'il y a une conjugaison du passé communiste. Ils ont restauré le patrimoine. On voit au début des barres d'immeubles. Alors là aussi, c'est à échelle 10. Quand on quitte l'aéroport, sur la droite, sur la rive sud, on va dire, des barres d'immeubles, mais gigantesques. Il y en a de moins en moins. Hein. Mais c'est en très bon état. Et je dois dire que tout le patrimoine culturel, et notamment les églises orthodoxes, j'en ai visité pas mal, j'y reviendrai, au Kremlin et puis à l'extérieur du Kremlin, puisque le Kremlin, c'est la ville interdite, hein, qui est maintenant ouverte au public. C'est une ville dans la ville, avec des musées, avec des églises, enfin, c'est colossal. Hein. Et surtout, ce qui frappe, au-delà de ça, c'est l'état de conservation des palais de marbre gigantesques hein, qui font 4 fois nos palais ou 5 fois, parfois 10 fois. Il n'y a pas un papier par terre. C'est une ville qui vit 24 heures sur 24. La plupart des restaurants sont ouverts 24 heures sur 24. On peut faire ses courses à 2 heures du matin. On n'est pas emmerdé dans la rue. Les filles, je suis désolé, je vais peut-être choquer quelques-uns, mais de toute façon, c'est trop tard pour moi. Mon âme est damnée. Les filles, elles ont les ongles faits. Quand on leur parle, elles nous sourient. Elles n'ont pas les cheveux bleus, roses et verts. Elles n'ont pas du poil aux pattes et sous les bras, quoique sous les pattes, aux pattes et aux bras, je n'ai pas vérifié, mais on voit en tout cas, blague à part, que elles sont soignées hein, dans l'expression, dans l'habillement, dans le comportement, et que finalement, nous avons un peuple là qui est économiquement puissant, qui a conscience de lui-même, qui a conscience de faire partie d'une entité, qui n'est pas dans ses délires woke, hein, complètement stupides, avec les hommes licornes et les femmes éléphants bleus. Voilà quoi. Et donc, ils assument ce qu'ils sont, ils assument d'être chrétiens, ils assument d'être russes. D'ailleurs, être russe, quand on discute avec eux, c'est plus que... Parce qu'il y a il y a plusieurs fuseaux horaires, il y a plusieurs ethnies, hein. Évidemment, il y a des ethnies européennes, des ethnies asiatiques, les gens des steppes, on voit qu'il y a plusieurs ethnies, hein. Mais être russe, c'est un état d'esprit. Hein. Ya ruski, je suis russe, c'est vraiment ça. Donc moi, c'est la première fois. Alors, je t'interromps. Stupide. C'est la Yarouski, c'est la fameuse chanson de Chaman qui est leur Johnny Hallyday. Hein. Donc, il est Ça. un type qui a une puissance sur scène qui est équivalente à celle de notre Johnny national. Et la chanson est extraordinaire et tout le monde la connaît. Tout le monde. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому что я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне... Je la connais. Et donc, effectivement, alors d'un point de vue économique, on constate déjà ça,
C'est frappant quand on arrive à Moscou. Alors, j'ai pas visité le reste de la Russie, ça fait 33 fois la France. Les campagnes, c'est sans doute moins développé. Il y a des grandes villes, Saint-Pétersbourg, qui est magnifique, paraît-il. J'ai hâte d'y aller pour la découvrir. Mais bon, voilà, en tout cas, Moscou, c'est une ville-monde. Et surtout, alors en plus, j'y ajoute que le monde s'est donné rendez-vous à Moscou. En 4 jours, le nombre de dignitaires africains, arabes que j'ai rencontrés, des patrons de chaîne, des anciens présidents, des politiques en poste en Afrique, des gens d'Amérique du Sud. Il y avait l'ancien président de l'Équateur. Tout le monde se donne rendez-vous à Moscou et on voit qu'il y a une espèce d'effervescence. Alors, quand je lis ce qu'on lit en France, Moscou est isolé, il n'y a personne, mais c'est lunaire, quoi. Le pays pauvre, isolé, c'est une légende. C'est un pays beaucoup plus riche, en tout cas une ville beaucoup plus riche que la nôtre, beaucoup mieux entretenue, pas un papier par terre. Je dis un parc automobile, un parc immobilier, de la richesse à tous les étages, une vie qui vit 24 heures sur 24. C'est absolument, de ce point de vue, stupéfiant. J'ai discuté avec beaucoup de Russes, parce que moi j'aime bien me mêler, me mélanger à la population, aussi bien des gens qui avaient souffert du communisme, hein, parce qu'on voit encore les deux. Hein. Finalement, on comprend, il nous faut vite comprendre que il y en avait qui étaient soviètes, hein, et puis d'autres pas du tout. Et aussi bien les uns que les autres, on avait une guide française, enfin qui parlait un français remarquable. Bon, on comprend qu'elle a grandi avec le communisme et qu'elle est restée un peu communiste, quoi. Hein. Elle reconnaît que Poutine et que la Russie pour le niveau de vie a fait un pas incroyable. Hein. Moi, j'ai des amis qui étaient des danseurs et des danseuses qui avaient fait une tournée en 1987 à Moscou, qui avaient visité le GUM, qui est le grand marché couvert avec une immense verrière absolument magnifique sur la place, qui donne sur la place Rouge. Il n'y avait rien, quoi, au GUM. Hein. Il y avait un yaourt et une pomme de terre. Aujourd'hui, il y a les plus grandes enseignes mondiales. Il n'y a même pas les prix. Hein. C'est comme quand tu vas tu passes devant les agences immobilières à Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a écrit nous consulter. Là, il n'y a rien écrit du tout. Tu sais que même pas tu rentres parce que tu n'as pas les moyens. Donc voilà quelle est déjà la réalité économique. Et les uns comme les autres nous disent que le niveau de vie a augmenté. Et c'est un peuple, on le voit, absolument résilient, incroyable. Attends, je t'interromps une seconde. Donc, lorsque M. Barrot dit que c'est un pays exsangue dans une catastrophe économique, tu as Alors, constaté le contraire. non, mais il y a un point qui est important, c'est celui des sanctions. Beaucoup discuté, échangé avec les uns et les autres, et puis de toute façon, ça se voit. Bon, ils ont un peu souffert des constructeurs qui se sont retirés, parce qu'il y avait tous les constructeurs de la planète, notamment à Moscou. Même il y a encore Rolls-Royce, je l'ai vu dans un coin, là, dans un beau quartier. Là. Bon, ils ont un peu souffert de ça, mais chaque fois qu'ils ont eu une sanction, un problème, ou qu'ils étaient dépendants d'un autre pays, comme ils étaient dépendants, par exemple, de la Chine pour la nourriture, l'agriculture, etc. Il y a quelques années, on bouffait des canards avec un peu de viande autour des os, du bœuf bouilli simplement parce qu'ils n'avaient que des races pour faire du bœuf bouilli qui font bouillir dans un bouillon à l'ail, etc. Bon. Et donc, ils ont commencé à importer des vaches, des races laitières, des races à viande, et maintenant, ils exportent de la viande, et tu manges de ces steaks. Donc voilà, ils apprennent, ils n'avaient pas de produits laitiers, de produits transformés, etc. Voilà, tu manges de tout, et à table, tu n'arrêtes pas de bouffer. Tu commences à 13h, à 17h, tu es toujours à table. Bon, j'ai pris 2 kilos en 4 jours, et je vais courir. Donc voilà, et donc ils sont résilients aussi de ce point de vue, c'est-à-dire que les sanctions, non seulement ne les embêtent pas, ne les ennuient pas, mais les aident d'un point de vue tertiaire, secondaire ou primaire, que ce soit l'industrie, l'agriculture ou les services, à développer leur propre système. On l'a vu dans le tertiaire avec tout ce qui est la finance, hein, les cartes bleues, etc. Ils ont fait leur propre système qui marche très bien. Tu peux rentrer dans une banque, demander une carte pour ton séjour, tu mets des dollars dessus, des euros, des roubles, ce que tu veux, ça marche très bien. Tu passes une bande magnétique avec le code, personne ne te demande rien, ça marche très bien. L'industrie
alors que dans Moscou, il y avait, m'a-t-on dit, des usines textiles, notamment sidérurgiques, énormes. Il n'y a plus rien de tout ça parce que ça polluait beaucoup et tout. Aujourd'hui, ils ont remplacé, ils sont capables de produire des drones, des bagnoles, en voiture, voilà, dans une quantité industrielle, et ils se rendent indépendants. Pour l'énergie aussi, il dit oh, l'économie est exsangue, les capacités d'énergie, de pétrole, machin, mais c'est fou. L'essence, alors il y a 4 niveaux, il y a 4 strates, on va dire, d'essence, le 92, le 96, le 98 et le 100. Bon, moi, je suis passionné de bagnole, donc tout ce qui tourne autour de la voiture, ça m'intéresse. Parce que ça dit beaucoup d'un pays, hein, encore une fois. 4 niveaux, 4 indices d'octane. Ça commence à 0,45 roubles, allez, on va dire 50 centimes d'euros, hein, à 0,90 pour le indice MON-RON 100, ce qui n'existe même pas en Europe, tellement l'essence est pure. L'essence la plus pure, elle est à 90 centimes, 95 centimes. C'est-à-dire qu'on fait un plein avec 25 euros. Je discutais avec un moscovite qui vivait dans un appartement en plein centre de Moscou, de 100 mètres carrés, et les hivers sont quand même plus rigoureux. Et je dis, mais combien tu dépenses en électricité et en gaz? Quand je lui dis les sommes qu'on dépensait, il n'en revenait pas. Il dépense 2 euros d'électricité par mois, abonnement compris, et 13 euros en gaz. Quand il fait des hivers à moins 30, 13 euros par mois en gaz. Et on nous dit que ce pays est exsangue. Donc voilà, d'un point de vue déjà économique, ce que je peux dire. Alors après, évidemment, c'est assez court, mais je ne peux pas. Le reste, on le trouve évidemment quand on fait un peu des recherches sérieuses. Hein. Il vaut mieux pas se pencher sur LCI, parce que là, on aura Alain Poédy qui nous dira que c'est le tiers-monde. Mais voilà, quoi, Ou c'est Yakovlev, religieux, quoi. ou Et, Michel Yakovlev. Je ah oui, voulais, oui, je voudrais faire une petite observation et ensuite te poser une question. L'observation, c'est sur cette résilience dont tu parles et sur le fait que non seulement les sanctions ont eu un effet boomerang chez nous, la catastrophe que connaît l'Europe est due à ça, c'est ça qui est fou, hein, mais ces sanctions les ont obligés à justement ce que tu dis, à être résilients. En 2014, il y a eu déjà un premier train de sanctions après l'annexion ou la récupération euh, de la Crimée. Ils étaient très dépendants parce qu'il a fallu qu'ils se remettent des années 90 et ils étaient très dépendants des importations en matière alimentaire et agricole. Donc, alors, ceux qui ont dérouillé, ce sont les producteurs français, hein, naturellement, puisqu'on prend des mesures au détriment des intérêts de la population française. Et ils sont devenus le premier pays exportateur de produits agricoles du monde. Ben voyons. Hein. Ils avaient une armée qui était complètement vermoulue dans les années 90. Aujourd'hui, ils sont la première puissance militaire du monde, largement devant les Américains, parce qu'ils ont... Bon, enfin, il y a des tas de raisons à ça, mais c'est cette réalité. Donc cette résilience, moi je crois que c'est ce que tu dis est très important. Alors la question, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, là, en disant, moi, si on écoute LCI ou si on lit les journaux français, on nous décrit l'enfer, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'à la limite, l'Union soviétique, c'était mieux hein, dans le discours. Et lorsqu'on arrive là-bas, c'est le contraire. On voit le contraire. C'est-à-dire, quand tu as commencé ton propos, tu dis bien, j'ai beaucoup voyagé, mais à chaque fois, je faisais mon expérience et c'était différent de ce à quoi je m'attendais. Là, c'est l'opposé. Ce qui est complètement, ça en dit, c'est grave sur notre système de propagande. Je pense à Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, il a été à Moscou, il a été en Russie, et il a eu un choc. Et il a fait un article disant, mais j'ai vu la normalité. C'est un pays normal. 23 millions d'habitants hein, à Moscou. C'est un pays normal. Ce que tu as décrit. Bon. alors voilà, c'est ça le truc. Et il a dit, et je veux recueillir ton point de vue là-dessus, et il a dit, mais pour moi, c'est la preuve qu'en Occident et en particulier en Europe, on est devenu fou.
c'est de la psychiatrie. C'est-à-dire que on a pris congé du réel. Mais c'est exactement ça. C'est chaque fois, j'étais avec des amis français là-bas aussi, et c'est ce qu'on se disait, on est dans un pays normal. C'est la première réflexion de bon sens qui vient à l'esprit de tout esprit normal, de tout esprit rationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un esprit rationnel aujourd'hui dans un monde qui l'est de moins en moins? C'est quelqu'un qui ne prend pas pour argent comptant ce que lui déverse la boîte à images et les hommes politiques. Ben, moi, j'ai toujours, je ne sais pas, moi, Poutine, je ne sais pas, la Russie, je vais voir et je me rends compte que ce qu'on me raconte est complètement différent. C'est un pays normal. On a été, par exemple, il y a une soirée où on a eu la surprise de voir Poutine et Margaret Simonian, qui est la rédactrice en chef historique de RT, j'y reviendrai aussi. Mais on a vu d'abord, alors il a pris la parole et ensuite on a vu un ballet de Pouchkine d'ailleurs, de le livret, etc., l'histoire, qui est La Dame de Pique, célèbre ballet. Donc tout est normal. Je veux dire, il y a un orchestre dans la fosse qui est magnifique. Hein. Tu as une puissance, une délicatesse en plus dans cette acoustique, un des plus beaux théâtres du monde, avec une acoustique magnifique, une scène grandiose. Tu te dis waouh. Et puis sur scène, ben, tu vois des danseurs et des danseuses. C'est-à-dire que tu vois pas des unijambistes à embonpoint, des eunuques trisexuels. Ben, tu vois des ballerines, c'est-à-dire les ballerines, ben, dans les ballets classiques, les ballerines, elles ont une typologie, elles ont une morphologie, elles ont une technique, elles sont dans l'excellence de l'âme humaine, du travail, c'est du sport de haut niveau, c'est de l'artistique, c'est de la délicatesse, c'est toute l'âme de l'Europe. Et je me suis dit, en regardant ce ballet, le cœur de l'Europe bat à Moscou aujourd'hui. Et ça, en tant que Français, Italien d'origine, parce que ma famille est italienne, Florence, Rome, Venise, Paris, Lyon, Marseille, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de plus européen que moi? La Sicile, Naples, ou de Ventotène, d'où sont issus tous les membres de ma famille. Et je me dis, aujourd'hui, le cœur de l'Europe bat à Moscou. Moi qui ne suis pas slave, qui n'ai aucune origine, aucune accointance, aucune incidence dans ma famille, je me dis, c'est un peuple normal. D'abord, ils sont polis. Quand on arrive dans un théâtre, tout le monde nous sourit. Alors, il y a de la sécurité, bien sûr, hein, parce qu'évidemment, Ils sont en guerre, hein. ils sont en guerre. Et si Poutine vient, je te laisse imaginer qu'il y a de la sécurité, quoi. Bon. Mais tout le monde est courtois, tout le monde est gentil, les gens sourient, il y a une bonne ambiance, c'est détendu. Mais moi, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je vais me réveiller. Poutine a fait un discours. Alors, déjà, il y a alors on peut dire, le public est trié sur le volet, c'est pas comme ça partout, etc. N'empêche que dès qu'il est apparu, ça a été une clameur dans le théâtre spontanée, quoi. Tout le monde s'est levé, a applaudi à tout rompre. Et il a eu un discours à 3 niveaux. Un, pour les Russes. 2, pour les Européens et les Américains, c'est-à-dire les Occidentaux. Hein. Et 3, pour les journalistes. Expliquer ce qu'était RT, Russia Today, comment ça s'était créé, et c'est devenu, moi je ne savais pas, hein, en réalité, je l'avoue humblement, l'importance de cette chaîne. Très largement devant Al Jazeera, très largement devant CNN, une des chaînes les plus vues au monde, des milliards de vues, enfin, c'est qu'il y a RT Espagne, Allemagne, en allemand, en espagnol, arabique, international, RT en français, enfin, RT documentaire. Et quand tu vas dans les locaux de la chaîne, c'est encore plus grand que France Télévisions. C'est dans le quartier, un quartier industriel, hein, parce que là aussi, comme c'est un peuple qui produit, c'est pas la Startup Nation du vent, ils produisent, et ben eux, ils produisent des images. Et ils sont dans la production, quoi. Et quand ils font quelque chose, c'est l'usine. Tu as des cours de russe pour les Arabes. Il y a beaucoup d'Arabes, hein, des Algériens, francophones, etc., qui viennent travailler à Moscou, qui viennent faire des médias, parce c'est ça aussi, j'ai vu par exemple des mosquées, et notamment une magnifique mosquée,
plutôt dans le nord-est, le nord-ouest de Moscou, magnifique édifice, etc. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, les gens pratiquent leur culte, il n'y a pas cette espèce de folie autour des cultes. Chacun, il ne faut pas déconner, quoi, c'est tout. Chacun respecte l'autre. Et au-dessus de tout ça, ce que nous avons perdu, c'est comme on était à Rome, tu peux faire ce que tu veux, mon gars. T'es gaulois, t'es païen, à la fin, au-dessus, t'es romain. Et bien là, il y a Rouski, c'est ça, je pense, de ce que j'ai compris, c'est qu'on est, malgré tout, en dépit des ethnies, en dépit des religions, on est russe, donc on a conscience de faire partie d'une entité, d'être encore dans un pays normal. Voilà. Je peux pas. Alors, je vais me faire mal voir, hein, de dire Ah oui, ça. oui, oui, parce que On va là, me dire, oh là, là là, alors, Poutine l'a payé, voilà. Je m'en fous. oui, là, je parle à nos spectateurs. Alors, je vous garantis que ils l'ont enrubanné, ça c'est sûr. Hein, ils ont dû lui mettre de la vodka en intraveineuse. Hein. Non, mais ce que je trouve, c'est ce terme de normalité. C'est-à-dire qu'on a affaire à un pays, mais il faut réfléchir à ce que c'est. La Russie, c'est une grande civilisation. C'est comme la Chine. C'est très différent, bien sûr. Mais tu as raison concernant la dimension européenne. Mais c'est la patrie de la littérature. Excuse-moi. C'est la Tolstoï, patrie. C'est Dostoïevski, la patrie de la musique aussi. Alors, c'est pas les seuls, hein, mais c'est la patrie de la danse. Hein, quand on va au Bolchoï, c'est, je veux dire, un pays de culture, de très très haute culture, de vieille culture. Donc, alors, c'est un pays qui parlait français tout le 19e siècle, une partie du 20e siècle, toute l'élite, l'aristocratie française, c'était la langue, quand on était un peu distingué, qu'on avait un niveau culturel important en Russie, c'était bien, on parlait français. c'était Tout le aussi monde la langue parlait de la français. diplomatie. Ah oui, oui, à la cour du tsar, on parlait français à Saint-Pétersbourg. Hein, Alors tu vois aussi ce qui m'a frappé, c'est marrant parce qu'aujourd'hui on parle des bijoux de la couronne, bon on est dans Napoléon III là, hein, mais avec Eugénie, mais dans Napoléon Bonaparte, par exemple en Russie, c'est un héros, Napoléon Bonaparte. Et alors, évidemment, ils valorisent leur propre victoire. ben oui, ils l'ont battu. Voilà, ils C'était, l'ont battu. c'est une histoire extraordinaire, mais on l'a battu. Voilà. Et tout le monde s'est cassé les dents, y compris Napoléon. Mais tu vois, c'est la première fois de ma vie. Moi, je me méfie beaucoup de la norme. Tu me connais, la norme, c'est pour les cons, c'est pour pas penser. On te met des normes, on t'étiquette, on te dit voilà la norme. Mais là, à l'extérieur de la France et de l'Europe, je me suis dit, il y a des choses normales. Voilà ce qu'est la norme. En France, aujourd'hui, je ne cite que Napoléon, mais par exemple, il y a beaucoup, c'est courant, hein, on connaît tous des gens dans le domaine public qui te disent que Napoléon, il est méchant parce qu'il a tué des gens et que c'est un sanguinaire, et patati. Bon, ok, non, mais on peut faire de l'anachronisme historique. La guerre, c'est pas bien, la paix, c'est mieux. Les Gaulois, les Huns, les Visigoths, les Goths, ah, c'est dégueulasse, on peut pas en parler parce que c'était des barbares. Et les Romains aussi. Non, en fait, tout ça n'a aucun sens, hein, je veux dire. Tout ça Non, n'a non, aucune ce que tu dis sur espèce de sens. Napoléon, très important parce que ça fait une différence. C'est-à-dire que nous, on ne s'aime plus. Hein. Les Russes, ils s'aiment, ils sont fiers de leur pays, ils sont fiers de leur identité russe, dans toutes ses composantes. Tu parles de la question religieuse, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que les églises sont en bon état, tout ça a été rénové. Là, Poutine, je ne sais absolument pas s'il est croyant, je m'en fous un peu d'ailleurs, ils se signent, enfin ils font. Mais les églises sont vides, hein. Soyons clairs, hein, c'est de l'orthodoxie zombie, comme dirait notre ami Emmanuel Todd. Hein, donc, mais ça fait partie des racines. C'est le, la fameuse fête de Saint-Pétersbourg. Je me demande si c'est pas la fête de la marine. Il y a trois mâts immenses avec des drapeaux qui font la taille de chacun d'un terrain de foot. Il y a le drapeau du Tsar, il y a le drapeau de l'Union soviétique et le drapeau de la Russie. Hein. Et donc, c'est-à-dire, nous, on prend tout comme disait Clémenceau à propos de la Révolution française. Et sur Napoléon, nous, on est là, oui, mais il a rétabli l'esclavage. Ce qui est une bêtise. Il y a eu, pourquoi est-ce qu'il a rétabli? Une des raisons, hein. Mais j'excuse pas, c'était une horreur. Ça, c'était l'Occident conquérant, hein. Mais parce que l'abolition de l'esclavage avait donné des armes
aux Britanniques qui allaient récupérer nos colonies, puisque les futurs béquets, les Blancs, les colons, hein, allaient changer, parce qu'eux, ils n'avaient pas d'état d'âme. Hein, moi, j'ai eu l'occasion de le voir, que ce soit à La Réunion ou à l'île Maurice. Donc, cette façon de refaire l'histoire de façon anachronique, tu as entièrement raison. Bon, en ce qui les concerne, nos amis russes, la passion pour Napoléon, quand on a discuté ensemble, je te l'ai dit, moi j'ai eu ma phase Napoléon, qui disait à Sainte-Hélène quel roman que ma vie, c'est vrai. Il faut savoir qu'il y a eu plus de livres publiés sur Napoléon qu'il s'est écoulé de jours depuis sa mort. Hein, d'accord. C'est-à-dire que c'est une passion. Il y a César et Jésus, il y a les trois grands hommes de la... alors là, je mets de côté un peu l'Asie, hein, parce qu'ils ont leurs propres empereurs, et donc, mais ces trois figures qui aujourd'hui dans l'Occident sont trois figures majeures. Et les deux plus beaux livres sur Napoléon que j'ai lus sont des livres soviétiques. C'est-à-dire un qui a été écrit pendant le stalinisme et un autre en 1965 pendant le khrouchtchévisme, et qui était passionnant, d'intelligence, de finesse. Alors moi, ça m'a fait évoluer, ça m'a beaucoup fait réfléchir, cette histoire de chrétienté, que l'on soit croyant, athée, agnostique, évidemment, c'est pas du tout le propos, en fait. Et c'est là, moi, où j'ai évolué, c'est que j'ai été biberonné au républicanisme, à la Révolution française, à la laïcité, etc. Moi, personne ne sait si je suis croyant ou pas. Et d'ailleurs, je dirai jamais si je suis croyant ou pas, parce que ce que je donne à voir dans la société publique, dans la société des hommes, ici et maintenant, c'est la laïcité. Je m'occupe des histoires de la cité, et tout ce qui concerne mon éventuelle foi ou mon absence de foi ne regarde que moi, comme mes histoires de fesses, de parties intimes et de tout. J'ai horreur de ça, donc je fais la part des choses. Et en vertu de cette façon de voir, puisque moi je suis un enfant de la République, hein, finalement issu d'un milieu modeste, voilà, j'ai pris l'ascenseur social qui commençait à être en panne, mais qui fonctionnait quand même un jour sur deux. Voilà. Je me disais, oh là là, les racines chrétiennes de la France, ils nous font chier avec ça. Hein. Eh bien, en revenant de Russie, je me suis dit, c'est important, non pas de faire du syncrétisme religieux, non pas de faire du prosélytisme, encore moins, etc. Mais je pense que c'est important de connaître notre histoire, d'être fier de qui l'on est, de prendre tout, comme tu dis. Moi, je prends la Révolution française, avec ses excès, ses manques, cette bourgeoisie de merde. Est-ce que si Necker avait continué dans le réformisme, est-ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu éviter la Révolution, etc. Bon, toutes ces questions, voilà. Je prends tout. Je prends la face sombre de la France, la guerre d'Algérie, la décolonisation, la colonisation, puis la décolonisation. Moi, je suis fils et petit-fils de pieds noirs, donc je sais un peu de quoi je parle et quel a été le drame vécu par les familles dans cette espèce de Méditerranée qui était à la fois la France, un désir de France, mais aussi quelque chose de plus vaste, hein, une idée aussi. Je prends Dieu et tous ses saints et tous les rites religieux, et tout ça, c'est Don Camillo, hein, finalement, ou c'est Pagnol, allez, voilà. Oui, c'est Pagnol en général, c'est-à-dire il y a l'instituteur, il y a le curé, c'est la gloire de mon père. Tout ça s'engueule un peu, mais se réconcilie autour du pain, du vin, des copains et du gibier, quoi. Et ça, c'est la France. Et ça, en Russie, eh ben, ça existe encore, c'est pas tabou, et il faut pas les emmerder avec des histoires de corps de cul, des histoires de 3e siècle, de 4e siècle, de 5e colonne, ou que sais-je encore. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec un Français aussi qui vit là-bas, ben, ça m'a beaucoup frappé. Dans il y a des grands complexes d'immeubles maintenant, chacun a droit, et je parlerai de l'hôpital après, tiens aussi, c'est intéressant, a droit à chaque complexe à un complexe sportif en fait, y compris maintenant pour les enfants. C'est-à-dire dans un ensemble d'immeubles, tu as le jardin d'enfants, le stade pour les enfants, le machin, etc. Quelqu'un que je connaissais, que j'ai vu là-bas, mais que je connaissais de France déjà, il vit depuis quelques années à Moscou, je fais de la boxe, il y avait un sac de frappe
qui était tombé. Il dit, oh là là, il y a un service un peu voisin vigilant, tu vois. Donc, tu appelles les autorités, la mairie, tu dis, ah, le sac de frappe, il est tombé. Sa femme lui dit, non, mais fais-le, mais enfin, on va attendre 6 mois, quoi. Le lendemain, les types sont venus réparer le sac de frappe. Il y avait 3 ouvriers, ils ont remis, ils ont changé le câble, etc. Et c'était réglé. Si le mec déconne dans la rue, s'il commence à être... parce que des fois, ils boivent quand même pas mal, hein. La vodka, c'est comme le vin, hein. Et parfois, alors il y a des mecs qui, la nuit, bah voilà, qui pètent un peu un câble. Bah, tout de suite, la population intervient, ça se passe généralement très bien. Tu sors pas des clous et personne n'a envie de sortir des clous. C'est pas comme aujourd'hui, on te donne en France un anti-modèle de société en disant si vous faites ça, c'est pas bien. Là, ça vient de la population. Et pour rebondir sur ce que tu disais, dans la dichotomie que fait Todd sur les oligarchies libérales ou, par exemple, la France avec M. Macron qui est soutenu par 13% de la population, c'est-à-dire rien, versus les démocraties un peu musclées, il appelle ça les démocraties autoritaires, où tu as les 2 tiers, voire les 3 quarts de la population derrière leur leader, eh bien ça change la face, d'un pays, ça change la façon de se comporter des habitants. Moi, c'est le truc qui m'a le plus frappé, quoi. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que c'est un pays important, c'est une grande puissance militaire. Ils ont et avec tout un tas de raisons et d'objectifs, ils ont, comment dire, entamé l'opération ukrainienne, mais ils le font à partir de leurs intérêts. Hein, ils le font pas pour nous convaincre ou pour être gentils avec nous. C'est pas ça. C'est pas. Ils défendent leurs propres intérêts. Euh, Ils sont venus nous prévenir en 2007 avec le discours de Munich de Poutine, avec les accords de Minsk qu'on a violés, etc. On leur a donné énormément d'arguments parce qu'on avait décidé, alors la France en tant que suiveur et en tant que, avec Emmanuel Macron, directement agent américain, on a déclaré la guerre à la Russie parce que lorsque Boris Johnson va au nom de la France aussi, hein, perçoit $1 million et va donc convaincre Zelensky de ne pas accepter l'accord d'Istanbul, c'est une déclaration de guerre qui est faite. À partir de ce moment-là, ils défendent leurs intérêts et ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Parce que les dirigeants aujourd'hui que nous avons qui se trompent, les dirigeants qui mentent, c'est les nôtres. Et c'est à nous de nous en débarrasser. Donc, ils sont toujours francophiles d'une certaine façon, mais moi, je le ressens comme ça, c'est démerdez-vous, hein, parce que... Alors euh, ça, c'est vrai ce que tu dis. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils restent très attachés aux Français, au peuple français, et ils font la part des choses. D'ailleurs, quand ils parlent de Macron, il y a l'histoire de Brigitte, là, ça les fait beaucoup rire, hein. C'est sur toutes les lèvres. Ils ont trouvé le truc pour troller, et je peux te dire qu'ils y vont à fond, hein. Brigitte, Jean-Michel, ça, tu y as droit. Dès que tu parles avec un Russe, il te sort ça, avec un petit sourire en coin. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai, peu importe. En tout cas, vu l'image que ça transmet dans le monde, c'est pas terrible, hein. Mais ça m'a fait penser à un truc, c'est que le fait d'avoir ce discours belliciste est complètement surréaliste, en disant le contraire de ce qui est, et de dire voilà, n'allez pas là-bas, c'est l'enfer de Dante, hein. Vous, voi che entrete qui, lasciate ogni speranza, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Donc il y avait l'enfer, le paradis, le purgatoire, hein, Dante Alighieri. Et donc l'espérance que tu abandonnes, mais en fait, c'est l'inverse de l'URSS. C'est-à-dire, en URSS, on empêchait les gens de partir, et notamment les plus intelligents, parce que on dirait, ils vont goûter au monde libre. Mais aujourd'hui, évidemment, pourquoi ils font tout ça? Parce que si, comme moi, petit français de base, de merde, parce qu'on est, quand on se compare à la Russie, je peux te dire que ça incite à la modestie, à l'humilité, hein. Moi, je me suis senti tout petit. Euh, eh bien, tu fais venir un Européen à Moscou, mais immédiatement,
Le type, il marche plus dans la combine. Il marche plus dans la doxa néolibérale qu'on veut lui vendre. Il marche plus dans le discours de monsieur Jean-Noël Barrot, qui, le regard halluciné et le crâne hydrocéphale nous donne des discours d'outre-tombe que n'aurait pas renié Chateaubriand un soir d'orage en plein mois de novembre dans les bois de Combourg, si tu veux. Donc voilà, tu vas à Moscou, je ne dis pas que tu deviens pro-Poutine, pro-russe, etc., mais tu dis à tout le moins ce que nous racontent les autorités françaises est un énorme mensonge, un énorme fake, comme on dit aujourd'hui. Tout est faux dans ce qu'ils racontent. Tout est faux dans le niveau de vie, tout est faux dans la façon de vivre, tout est faux dans... Alors militairement, c'est intéressant, on avait dit, on parle économiquement et militairement, mais je regardais, il y a les villes de Kupiansk et de Provosk qui sont en train de tomber, hein, qui sont le rideau de la défense ukrainienne. Alors, nous sommes mercredi, je le dis pour nos téléspectateurs, on enregistre, il est aux alentours de 18h, peut-être qu'on diffusera la vidéo demain ou après-demain, je ne sais pas, ça c'est toi mon cher Régis qui va faire te coller au montage, peut-être que ces deux villes seront tombées, hein. Et Zaporizhzhia, ils reprennent l'assaut sur Zaporizhzhia. Alors quand il dit 1% du territoire, alors évidemment ça dépend si on prend les dernières semaines, c'est évident, en plus ça n'a rien à voir, c'est pas une guerre de conquête, c'est une guerre d'attrition, enfin bon, ce type ne dit n'importe quoi, il n'a aucun rudiment, je sais même pas s'il était déjà allé en Russie ou quelque part, et il doit sortir de l'avion, aller dans des salons, enfin, c'est pas possible de raconter, ou alors il ment effrontément, c'est ce qu'on lui demande de faire, je pense que c'est plutôt ça, et ça ne lui pose aucun problème Je suis comportemental. pas. C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Non, mais il y croit, ma parole. C'était la phrase de Gabin dans Les Grandes Familles. Euh, je crains fort, et c'est un peu ce que dit Todd. Je crains fort qu'il y ait vraiment une prise de congé avec le réel. Ils finissent par y croire. Alors, Moi, ça me préoccupe. Je me pose la question tous les matins quand j'entends, et je m'efforce de pas trop regarder le système médiatique. Je prends la partie qui est retraitée par les réseaux. Tous les jours, je me dis, mais ils y croient, mais comment c'est possible? Là, un copain me dit, ah, tiens, sur LCI, ils ont dit qu'il y avait des annonces sur le Bon Coin pour ah oui, vendre j'ai les vu ça. bijoux, pour vendre les bijoux, ça prouve que c'est les Russes. Il y a François Hollande qui est venu dire. Alors lui, il ment. Lui, c'est un menteur. Oui, lui, Lui, c'est lui son il ment. business. Il dit, voilà, c'est les Russes. Il l'a quasiment dit comme ça. Donc, alors, Alors, le Bon Coin, cette histoire du Bon Coin, c'est quand même intéressant. Et je vais dire deux choses par rapport à ça. Le Bon Coin russe, c'est quelqu'un qui s'est amusé, évidemment, à mettre une fausse annonce pour dire je vends les joyaux de la couronne, pour montrer les failles de ce petit pays dont le prince est un enfant, qui se grime en boxeur et qui se fait photographier. Et puis quand on le voit dans la vraie vie, oh là là, tous ses biceps sont un fondus. freluquet, quoi, oui. Un fois luqué. Bon. Euh, et donc, ils prennent ça au premier degré. Et j'ai écrit d'ailleurs à Darius Rochemin, avec lequel on communique parfois en message privé sur Twitter, parce que sur X, moi, les bras mentaux, je peste tellement, je ne veux pas le faire publiquement. Je dis Darius, c'est pas possible. Alors là, je l'ai fait publiquement. Il y a un type qui est grand reporter spécialiste des relations internationales de LCI, là, et qui dit ça, oui, mais c'est peut-être les Russes, mais c'est une hypothèse. Mais je dis, mais au fou. Mais au fou. Alors, ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, est psychanalyste. Et elle me dit ça depuis un certain temps. Elle me dit la clé pour comprendre Macron à la Macronie, c'est ce que tu dis. C'est que, et plus ça va, plus ça s'aggrave, il n'a pas, et à sa suite tous ses affidés, hein, ses petits turiféraires, ses Playmobil, il n'a plus un rapport au réel. Et donc un rapport à la vérité. Ils sont dans un monde parallèle, on l'a bien vu avec la retraite quand d'Estonie, il dit, alors que le type a réussi à avoir les félons socialistes, pardon, du pléonasme et de la tautologie, pour ne pas qu'ils votent la censure, il parle de suspension, il dit non, c'est ni une suspension ni une abrogation, c'est un décalage. Pour une fois, il dit la vérité. Et pour une fois, il dit la vérité. Bon, le type,
Ils sont pas dans le rapport au réel, Oui, ils mais sont attends, dans le attends. Il dit rapport. la vérité. Il dit quelle vérité? Il Alors dit la voilà, vérité du monde dans lequel il est, où il voilà. a le Alors, pouvoir, où il est, il a tout le peuple français. Quand il est venu dire, parce qu'il parle toujours de la France à l'étranger. Ça, c'était en toujours. Égypte. C'est Non, dingue. il dit du mal de la France à l'étranger. Et il dit ce Et que des- veulent les Français. Et je me rappelle de Alexis Poulain sur sa revue de presse, ce que veulent les Français, c'est la stabilité. Non, dit Poulain, ce qu'ils veulent, c'est que tu te barres. Ben Donc, oui, et non, mais lui, il dit la vérité, mais c'est sa vérité voilà. dans un autre monde. Alors c'est ça, c'est ce que j'allais conclure en disant ça. Son rapport, quand il dit la vérité, il dit la vérité de son monde qui est basé sur son fantasme de toute puissance. Et d'ailleurs, seuls les gens faibles ont un fantasme de toute puissance parce que les gens puissants se contentent d'être, de produire, d'avancer. Quand tu dis toute la journée que tu fais de l'ambiguïté stratégique, quand tu te fais photographier, comme disait Audiard, quand des types de 120 kilos disent quelque chose, des types de 60 kilos finissent par les écouter, ben quand tu fais 60 kilos et que tu te représentes avec des biceps et les veines sorties, etc., tu te crois dans un roman policier de Mallet. Bon, enfin, c'est complètement délirant. Seuls les gens faibles fantasment sur la force. Seuls les petits cons dans les cours d'école te menacent. Toi, tu dis rien. Puis à la fin, quand t'en as marre, tu mets même pas un pain, parce que ça, c'est réservé aux hommes. Tu mets une petite claque, tu mets une petite tapette, quoi. Et donc, voilà où nous en sommes. Ça, c'est le truc quand même le plus fou. Alors, je me mets dans la peau d'un Russe, de Lavrov, de Poutine et de tout le peuple russe qui voit ces olibrius s'agiter. En plus, quand tu les vois, je veux dire, malheureusement, en plus, j'aime pas parler, on avait dit pas le physique, mais ils sont physiquement, leur physique est ce qu'ils sont fondamentalement. Comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et quand le fond remonte à la surface, ben nous avons un hydrocéphale et trois types, je ne citerai pas leur nom pour pas avoir de problème, aux yeux fous, aux yeux hallucinés, aux yeux injectés de drogue et de produits stupéfiants. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, les pupilles sont dilatées et les sphincters de la pensée sont relâchés. C'est ça qu'on voit quand on est à l'étranger. Et ça, quand on est comme toi et moi, profondément attaché à notre patrie, parce que nous, on est, toi et moi, français et que français. On n'est rien d'autre. Moi, ça me fait rire quand on me dit vous êtes traître, vous êtes combien vous paye Poutine, mais moi personne ne me paye, personne ne me fait dire ce que j'ai pas envie de dire. Je suis français et je ne suis que français et j'ai un passeport français. Malheureusement, il y a écrit communauté européenne. Ça m'emmerde un peu. Il y a une boutique où on pouvait acheter des caches avec l'aigle à deux têtes. Je dis non, je vais avoir des problèmes à la douane. Je ne l'ai quand même pas fait. Mais voilà. Et ça nous interroge, bien sûr, sur notre patriotisme hein, perdu. Enfin, notre patriotisme est toujours là, mais sur notre patrie perdue. Et sur notre, je vais prononcer un gros mot à gauche, en tout cas pour les gens de gauche, sur notre identité. Sur notre identité profonde, qui n'est pas ethnique, qui n'est pas le sang, et c'est pas à toi que je vais le dire, parce que la France, oui, c'est du sang, mais c'est des taches de sang, c'est des flaques de sang. Chaque centimètre carré de notre territoire a été défendu dans le sang, dans la douleur. Il n'y a pas un village où il n'y a pas un monument aux morts. C'est ça être français, et c'est ça être russe. Donc être français, c'est pas défendre la queue des pingouins en Patagonie qui oscillent dans le mauvais sens ou la queue des vaches. C'est liberté, égalité, fraternité, c'est ce qu'il y a sur nos édifices. On ne revendique même plus ça. La Marseillaise, c'est facho. Le drapeau, c'est facho. Quand on lutte contre le Mercosur, qui est un vrai scandale, etc., on te dit oui, mais le mondialisme, c'est la solution. Quand on te dit il y a des climatologues qui sont quand même un peu des escrocs, on te dit ah, vous niez le réchauffement climatique. Je dis non. Je dis juste que le mec, j'ai vu aujourd'hui un article, je l'ai retweeté, où tu as les climatologues qui s'inquiètent parce que les huîtres pètent. Pour la couche d'ozone, c'est pas bon. Les huîtres et les moules pètent.
tu te dis, il y a quelque chose qui va plus au royaume du Danemark, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça Attends, va pas. il y en a un qui va très bien, c'est Al Gore, hein. Il a fait fortune grâce à ces baratins. Moi, je suis circonspect, climato-circonspect, pas climato-sceptique, Non, non plus. pas réchauffiste. Non, Bon, mais moi, je me dis juste, je pense comme toi, je suis pas assez compétent. Je lis tout ce que les gens sérieux publient, enfin autant que possible. Et puis j'essaie de me tenir informé. J'ai même pas d'opinion parce que je suis pas assez compétent pour avoir une opinion sur quelque chose qui dépasse même les plus sérieux, quoi. En Voilà, c'est tout. revanche, je constate que en rentrant de Russie, ils ont réussi à liquider ta laïcité. Bravo. Non, je plaisante. Je plaisante. Quand tu dis, alors, c'est marrant parce que, et puis je te propose que on conclue maintenant. J'ai une anecdote personnelle, mais je ne suis pas sur la même situation que toi. Moi, je suis issu d'une matrice très croyante, très catholique, hein, matrice familiale, et Édouard de Castelnau, Fédération nationale catholique et tout, puis il se trouve que je suis athée, hein. Alors, je m'en tire dans la famille, je n'ai pas cette grâce, puisque la foi, c'est une grâce. Bon, ben, je ne l'ai pas de chance, hein. Bien. Et alors, ça me rappelle un souvenir, et qui renvoie à la France, et pas seulement à la France, à l'Italie. C'était un journaliste, j'avais pris le parti, non pas le parti du personnage, mais j'avais défendu Barbarin, l'évêque de De Lyon, Lyon. dans les procédures qui lui étaient intentées, les procès qui lui étaient faits, bon, comme je fais avec Vue du droit, hein. Et alors, sur Canal+, il y avait un journaliste qui avait dit l'avocat catholique bien connu, Régis de Castelnau, et j'avais un copain qui avait mis sur les réseaux le nom du journaliste, ivre, il confond Pépone et donc Camillo. Naturellement, c'était moi qui étais Pépone. Ce que j'avais, alors ça, j'avais trouvé ça excellent, hein, mais l'avocat catholique bien connu, qu'est-ce qu'on me l'a servi, hein, ce truc-là. Ah, mais tu vois, moi Donc, aussi, alors, j'ai grandi dans une famille. Alors, je voudrais quand même faire un code ici. J'ai grandi dans une famille, enfin, élevée par mes grands-parents siciliens, qui parlaient pas très bien français, presque pas, et une famille catholique d'une ferveur, comme peuvent l'être un peu la foi du charbonnier, d'ailleurs, tu vois, un peu avec des Christ, avec des cœurs qui s'allument quand tu appuies sur la poire, de l'eau bénite dans des bouteilles en plastique. Donc, moi, j'ai grandi dans ça, dans le catholicisme, j'allais dire pur et dur. moi Et quand je aussi. parle de biberonner à la République, c'est l'école. J'étais dans l'école publique, etc. Et d'une certaine manière, le projet français, parce qu'à l'époque, il y avait un projet français, je trouvais ça tellement beau. Je croyais que je voyais des France partout. Tu sais, quand tu vois sur les chaussures ou les manteaux, les cuirs, la tannée, je disais, ah, c'est la France, parce que c'est un peu la même forme. Pendant des années, on avait des trucs en plastique à trous, là, il fallait, avec un stylo, dessiner les contours de la France, mais j'étais fou d'histoire, de géographie. Je voyais la France partout, bleu, blanc, rouge. J'ai la moitié de ma famille en Italie. Je m'engueulais avec mon cousin. Non, le bleu, c'est mieux que le vert. Renault, c'est mieux que Fiat. J'adore la France. Elle coule dans toutes mes veines. Et je me sens comme assiégé dans mon propre pays. C'est pas les Arabes, c'est pas les musulmans le problème, c'est pas tout ce qu'on nous raconte, même s'il y a des problèmes sans doute, oui, d'immigration. Je nie pas les problèmes que créent les migrations aujourd'hui. On appelle ça les migrants, avant on appelait ça les immigrés. Bon, très bien. Mais le principal mal dont souffre la France, la cinquième colonne, elle est constituée par la classe médiatico-politique médiocre qui occupe notre pays culturellement, politiquement, socialement et intellectuellement, et j'ose dire, malheureusement, ontologiquement et moralement. Parce que on arrivait à faire cette prouesse en France d'être à la fois Créon et Antigone. On est un mauvais Créon. C'est-à-dire quand le Louvre est dévalisé, tout est parfait, les surveillants sont parfaits, le système de surveillance est parfait, la directrice des agentes est parfaite, la présidente directrice générale du Louvre est parfaite, la ministre de la Culture est parfaite, le président de la République est parfait, et il demande même d'accélérer les travaux, et il suit l'heure, il suit l'évolution de la situation, heure par heure, nous dit-on, a posteriori. On est dans une farce. Et moi, j'ai envie de dire, je le dis calmement, un peu avec humour, mais je suis pour autant complètement désespéré. Ce que j'ai vu,
Veni, vidi, vici. Combien le pape, combien de divisions, ça va te faire plaisir. D'ailleurs, tiens, j'ai pas pu visiter le mausolée de Lénine parce qu'il y avait 1 kilomètre de queue. L'histoire a quand même de ses revers assez prodigieux. Hein. Voilà où on en est, quoi, mon cher Régis. Ça nous conduit à devoir nous interroger sur qui nous sommes, et on s'en sortira pas c'est triste à dire, hein, par la voie des urnes. Hein. S'il n'y a pas des millions de gens dans la rue à un moment qui disent ça suffit, il faut qu'il se passe quelque chose, s'il n'y a pas un renversement, une révolution, une révolte, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une jacquerie, on va nous mettre Gugulu, par exemple, on va nous mettre quelqu'un d'autre, un Euromaïdan dont la femme confond. D'ailleurs, je pense qu'elle confond Lénine et Pouchkine, Madame Salami. Bon, chers amis, hein, avec comment dire, cet appel à l'insurrection, mais je pense que c'est la voie probablement qu'il faudra emprunter. Enfin, il faut que le peuple français se décide. Quand je dis insurrection, ça ne veut pas dire violence, ça ne veut pas dire Oui, oui. Et puis ça c'est va pas faire nous qui absolument pouvons pas le ça. décider. Hein. Mais c'est s'insurger contre ce pouvoir-là, qui est un pouvoir de l'étranger. De Gaulle avait des phrases définitives sur cette bourgeoisie, et malheureusement sur sa base de masse, qui est la petite bourgeoisie urbaine. Donc oui, espérons, parce qu'il y a, je pense, des ressources. Et c'est vrai que il faut s'imaginer le miroir, c'est-à-dire que voient les pays étrangers quand on va en Russie. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Chine, et c'est pareil, ils sont d'une certaine façon interloqués et un peu tristes. Parce que c'est pas rien la France, c'est pas rien, y compris en Chine. Mon cher, D'ailleurs, juste pour compléter très brièvement, entre la Chine et la Russie, il n'y a plus de visa. Hein. oui, On peut très bien circuler d'un pays à l'autre et on voit que le barycentre, si j'ose dire, du monde est en train de basculer du côté des BRICS, du côté du Sud global, parce que toute l'Afrique là est dans l'ébullition. J'ai vu pas mal, comme je disais, de dirigeants africains qui me disaient on n'a pas de problème avec les Russes et on n'a pas de problème avec les Chinois. Et je dis alors oui, c'est l'histoire coloniale française là que vous êtes. Il dit oui, mais au-delà de ça, avec les Russes et les Chinois, c'est clair. On fait du business, ils ne nous font pas la morale. Nous, on a besoin de ça, ils nous donnent ça. Eux, ils ont besoin de ça, on leur donne. On fait du troc, on fait du commerce. Et ça se passe très bien. Et ils ne nous disent pas quel candidat choisir, comment faire la révolution. Quoi. Ils ne se mêlent pas de ça. Et donc, ça aussi, on a perdu l'Afrique. Hein. Et je voudrais dire un mot très brièvement aussi. En rentrant, j'ai sympathisé là-bas avec un monsieur qui est un franco-camerounais, hein, qui s'appelle Franklin Niamsi, que je ne connaissais pas avant, qui était un professeur agrégé de philosophie, qui a eu les pires ennuis parce que il est pour le panafricanisme, etc. Et il n'a jamais, dans le cadre de son enseignement, mais à l'extérieur, dans des conférences, il a écrit, je ne sais pas, 40 bouquins, critiqué la politique africaine de la France, il lutte contre le franc CFA, etc. Bon. La rectrice lui a fait un conseil de discipline, tous les syndicats étaient contre, donc ils n'ont pas réussi à le virer. Il a fini par partir, hein, parce qu'ils lui ont augmenté les impôts, voilà, truc, de l'ordre de 150%. De ce que j'ai compris, parce que j'avais discuté à l'aller et puis au retour, on était à côté dans l'avion, il m'a dit, tu vois, ils vont encore m'arrêter, parce que j'ai compris qu'il était fiché S, je pense, pour ces questions-là. Et à peine étant arrivé à l'aéroport, que 2 policiers avec le brassard orange l'ont cueilli à Charles de Gaulle. Moi, j'étais à côté de lui, donc ils m'ont vu. Et visiblement, ils me connaissaient, ils m'ont reconnu, en tout cas, ils m'ont dit bonsoir monsieur, bienvenue en France. J'ai donné mon passeport, ils m'ont dit allez-y. Ils l'ont bloqué. Ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, il va vous rejoindre plus tard. Ils l'ont conduit dans un commissariat à l'intérieur de Charles de Gaulle. Il a dit il y a 2 collègues du ministère de l'Intérieur qui veulent vous voir. Bon. Et évidemment, il n'a pas parlé. Il a dit attendez, c'est une garde à vue illégale. Je ne parlais qu'en présence de mon avocat. Non, mais c'est pas la peine. Mais pourquoi vous allez là-bas? Pourquoi vous allez en Russie? Pourquoi vous allez au Mali? Alors qu'il travaille au Mali, etc. Pourquoi vous allez au Cameroun? Tout pays ennemi de la France avec lesquels vous pactisez, on aimerait comprendre. Et quand tu arrives en France, que tu as vécu 4 jours un peu hors du temps, et que
Bon, c'était bien organisé en plus, etc. Et que tu arrives, que tu vois ça, tu te dis, mais en fait, tout est contaminé. En fait. Il n'y a même plus si ce monsieur a fait quelque chose qui est répréhensible, ben, qu'il soit convoqué en bonne et due forme et qu'il puisse s'expliquer en présence de son avocat pour le mettre en garde à vue et qu'on n'en parle plus. Donc tout est à peu près, tout est tangent, comme ça, voilà. Donc ça, je voulais le dire, ça m'a beaucoup choqué, j'étais pas le seul dans l'avion, on attendait nos bagages, notre camarade n'était pas là. Et voilà, je tenais à le dire. J'espère qu'il s'en sortira avec les honneurs. Je ne sais pas ce qu'il a fait, à mon avis, pas grand-chose. C'est le délit de parole, le délit d'expression et d'opinion. C'est, c'est ce que j'appelle le fascisme déjà là. Chers amis, à très bientôt, hein, parce qu'on va continuer, hein, Didier et moi à l'ouvrir, parce que c'est pas prévu qu'on s'arrête, hein, c'est pas parti pour, et surtout que la situation le mérite. On s'efforce d'être vos porte-parole à notre place, parce que bon, c'est un combat absolument indispensable, et comme l'a rappelé Didier, c'est le combat pour notre pays. Voilà, à bientôt.